Ouverture des portes. Allez, c'est parti. Coucou. Ça va? Ça va, mon soleil? Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Ils sont très méritants et très. Ils nous apportent énormément. Cet épisode sera consacré à deux métiers, celui de masseur-kinésithérapeute et celui d'ergothérapeute. Nous sommes allés à la rencontre de femmes et d'hommes qui exercent ces métiers. Nous les avons accompagnés auprès des résidents et des patients, en EHPAD, en clinique de rééducation ou encore en HAD, l'hospitalisation à domicile. C'est à une immersion dans leur univers que nous vous invitons. Faites des mouvements sur le côté. Voilà, très bien. 2, 3, 4. Donc je m'appelle Nicolas, 6, donc j'ai 42 ans et je suis masseur-kinésithérapeute et ostéopathe également. 12, 13, Alors, je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans et je suis ergothérapeute depuis 1 an. 18, encore 19 et 20. Je m'appelle Olivier, je suis masseur-kinésithérapeute et j'ai 46 ans. Je remets la chaussure. On passe aux genoux. Moi, j'étais tenaillé par l'envie de reprendre la ferme de mon grand-père et puis de faire aussi d'autres choses, de faire du bateau. J'étais un passionné de voile et tout ça, et de sport en général. Et puis, au bout d'un moment, un séjour au ski m'a fait une luxation de l'épaule. Et là, j'ai découvert l'ambiance des cabinets de kiné avec la petite mamie espagnole qui parlait, qu'on entendait tout dans la pièce d'à côté. Et puis le travail de l'un qui se rééduquait à côté, qui souffrait aussi. Enfin, tout ce petit microcosme en fait, de notre vie et qui était basé sur la bienveillance, sur le soin, sur l'envie de se rendre meilleur. Impeccable. Voilà. Bon, bien sur le côté pour bien renforcer sur les fessiers. Oui. Ça vous fait pas mal? Je suis Laetitia, je travaille en tant qu'ergothérapeute et j'ai 23 ans. D'accord. Alors l'ergothérapie, c'est un très beau métier. L'ergothérapie, c'est un public tellement varié que, en fait, peu importe où vous voyez une personne qui a des difficultés au quotidien dans ses activités quotidiennes, on peut intervenir en tant qu'ergothérapeute, en fait. Par exemple, si vous avez des difficultés à faire votre cuisine parce que le meuble est trop haut, parce que vous manquez de force ou quoi, l'ergothérapeute peut intervenir là-dedans. Donc, l'ergothérapie, c'est pas uniquement pour les personnes qui sont atteintes d'une pathologie. C'est pour tout type de public, de l'enfant à la personne âgée. Donc moi, je m'appelle Marine, j'ai 38 ans et je suis ergothérapeute depuis 15 ans bientôt. J'étais en terminale scientifique et puis je savais pas ce que je voulais faire. J'hésitais, j'avais envie de faire plein de choses. J'hésitais entre l'architecture, le médical, la psycho. Donc je suis allée voir une conseillère d'orientation et je pense que je suis la seule à avoir été orientée par une conseillère d'orientation vers le métier d'ergothérapeute parce que c'est pas un métier moi j'en avais jamais entendu parler. C'est un métier pour lequel en fait on a beaucoup de tâches qui peuvent se rapporter à je parle de l'architecture parce qu'on est amené à faire des aménagements de logements, etc. Donc on a un peu de cours d'architecture. Et après, bricolage, parce que on a un métier qui, normalement, à la base, utilise l'activité comme moyen et comme but de rééducation, de réadaptation. Au départ, le métier d'ergothérapeute, c'est de faire... pour rééduquer un bras, on ne va pas faire soulever des poids comme les kinés, ça c'est leur métier. Nous, on va faire de la menuiserie à notre patient, de la vannerie, en fonction de la fonction qu'on veut faire travailler ou de la réadaptation qu'on veut obtenir, on va passer par cette activité. Donc on est complémentaires. L'ergo vise un petit peu des gestes plus fonctionnels. Moi, j'ai plutôt une approche un peu plus physique dans les premiers temps. Mais le but est le même, c'est-à-dire à un moment donné, retrouver une autonomie à la maison. Premier étage. Normalement, avant de mettre un fauteuil en fonctionnement, il faut le peser, parce qu'après, les résidents, quand ils sont pesés, comme ils ne tiennent pas tous debout sur une balance, ils sont pesés sur le fauteuil. Donc il faut que le fauteuil soit pesé. Et moi, en général, j'oublie. En général, oui, on a toujours une clé à laine, le mètre, etc. Souvent, on a les poches pleines quand on est ergothérapeute.
Ça, c'est le côté rigolo. Moi, j'aime beaucoup passer du temps à bricoler. Je me mets dans mon petit local, là, musique, et puis je bricole. C'est les moments que j'aime bien, où je suis tranquille. Et dans ce petit local, Marine bricole, suivant les jours. Une orthèse pour la main à patient, les repose-pieds d'un fauteuil roulant, afin que le résident soit plus confortable, une fourchette pour qu'elle s'adapte à la déformation des doigts de l'un des résidents et qu'il puisse continuer à se nourrir seul. Un véritable travail de géotrouve-tout, de l'idée à sa mise en pratique. Je travaille toujours avec des personnes qui ne savent pas ce que c'est que l'ergothérapie. C'est pas un métier qui est assez connu. C'est vrai que c'est peu connu et qu'à chaque fois je dois leur expliquer aux personnes pour que ça soit clair. Mon but simplement c'est que les personnes soient autonomes le plus possible dans les actes de la vie quotidienne. Donc c'est les activités de base, manger seul, pouvoir se déplacer en sécurité, pouvoir s'habiller, se laver, etc. Du coup concrètement au quotidien, je les aide en rééducation en ce sens-là. Donc ça va être travailler par exemple la rééducation au niveau des membres supérieurs pour qu'ils puissent s'habiller, saisir les objets, cuisiner seuls. Également travailler les transferts pour qu'ils puissent se déplacer, passer d'un endroit à l'autre en sécurité. Ensuite, il y a toute une partie importante qui est consacrée au retour à domicile. Je m'entretiens avec eux, avec leur famille, pour voir si leur domicile est adapté, s'ils peuvent rentrer dans ces conditions-là à la maison, et sinon de pouvoir adapter leur domicile avec des aides matérielles. Sympa de faire du domicile comme ça parce que du coup on fait nos horaires et tout et on s'organise en fonction du patient, s'il est plus du matin, plus du soir, et on s'organise en fonction de lui et c'est super sympa. J'adore en tout cas. On va essayer de le faire comme vous faites avec votre mari pour que je vois dans un premier temps et après on va essayer de réfléchir ensemble sur comment on pourrait améliorer ça, d'accord ? Alors, initialement, j'ai fait les études d'infirmière. Donc, j'ai fait mes 3 ans à l'école d'infirmière, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai connu le métier d'ergo lors de mes stages. J'ai trouvé ça plus intéressant et plus stimulant pour moi, ce métier-là. Donc, je me suis réorientée. Et j'ai passé mes concours, j'ai fait mon école. Et j'ai été diplômée ergo, et me voilà. C'est intéressant de passer par différentes structures en stage. Ça nous permet de choisir et de s'orienter vers le domaine de préférence parce qu'en fait, on fait pas du tout le même métier, même si on a tous la même dénomination avec ces ergothérapeutes. Par exemple, en psychiatrie, c'était beaucoup de la réinsertion sociale, de la réinsertion socio-professionnelle finalement. Je faisais pas du tout la même chose de mes journées en étant ici qu'en étant en psychiatrie. Tous ceux qui travaillent aussi avec les enfants font des choses complètement différentes, travaillent dans des écoles, aménagent les postes de travail, mais là où les enfants étudient. Et c'est des choses que moi je fais pas du tout. Donc c'est très riche effectivement. Donc en plus de devoir expliquer ce que c'est le métier d'ergothérapeute, je spécifie mon travail ici. Nous enregistrons Anaïs dans un appartement thérapeutique. Eh bien c'est un appartement fonctionnel. Devant nous, Donc, il y a une petite cuisine équipée. À notre droite, une salle de bain avec une baignoire. Et un peu plus loin, des WC rehaussés. Et le but ici, c'est de pouvoir mettre les personnes en situation et qu'elles puissent se rendre compte de ce qu'elles sont capables de faire ou plus capables de faire et travailler sur comment elles pourraient de nouveau refaire ces activités-là. Ça me servira aussi à les évaluer avant le retour chez elles pour savoir si elles sont bien capables de réaliser tout ce qu'on fait au quotidien seules, en sécurité, ou alors avec des aides qui leur seraient adaptées. Entrez, pas de danger. Allez-y. Bonjour. Alors, comment ça va depuis hier ? Ça va. Oui. J'ai eu la toilette ce matin. Ça s'est bien passé ? Oui, ça fait. Mais elle a dit pour la douche qu'on attendra un peu parce que je sois plus stable. Oui, elle se sent pas prête encore pour la douche ? Ah non, puis même moi, j'ai. Vous avez un peu peur ? Oui. Ok. J'ai trop peur de glisser. Jeudi matin à 9h, je viendrai avec vous et on va essayer de faire une évaluation à la toilette ensemble. Si vous êtes toujours d'accord. Oui. Donc on va essayer
toutes les deux, de prendre la douche. Je vais vous aider au besoin, mais c'est vous qui devez faire le maximum de choses. On est d'accord ? On verra. Je vous le dis maintenant, au moins vous pouvez vous préparer mentalement, ok ? Voilà. Le fait de travailler sur l'autonomie des patients, pour moi c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers ce métier qui est au final un beau mélange entre le soin et le respect de la personne, je dirais. Et favoriser son autonomie, surtout. Comment vous allez vous débrouiller pour vous laver toute seule et comment vous allez vous habiller aussi. Bah, oui. Avec mon truc là. Oui, certaines choses, j'imagine que c'est encore compliqué pour vous. Donc je serai là pour vous aider. Je vais appeler la dame qui vient d'habitude le matin pour lui dire de ne pas passer ce jour-là. Enfin, en tout cas ce matin, le jeudi matin. C'est bon ? Oui. Ok. Bon. Si vous ne voulez pas, vous changez d'avis entre-temps, vous me le dites. Hein. Je vous laisse réfléchir. Ben, moi je trouve que c'est un peu tôt, enfin. Alors, on fait cette évaluation tôt pour ensuite voir qu'est-ce qu'on doit travailler pour que vous réussissiez à le faire le plus seul possible. Oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit hier par rapport à ce sur quoi on allait travailler aujourd'hui ? On a travaillé sur l'installation et la sécurité pour qu'elle puisse aller aux toilettes seule. Donc on a mis en place un rehausseur de WC, on a travaillé le mouvement assis du fauteuil, levé et re-assis sur les WC. Et on a mis en place aussi des barres d'appui pour qu'elle puisse se sécuriser encore plus, pour l'aider aussi à se relever. Et donc grâce à ces petits aménagements-là, elle peut aller au WC toute seule. Je suis très fière de ça. Vous n'êtes pas trop fatiguée, ça va ? Ça va aller. Vous soufflez là, hein ? Je vous ai fatiguée. Non, mais ça va se passer. Ça va se passer. Bon, là ça y est, vous avez le kiné, l'ergo, tout le monde qui vient et on vous fait vraiment travailler du coup. Pas trop fatiguée ? Il a dit de rentrer. Oui, on est là. On arrive. Oui, tu veux bien que je passe ? On en dérange un dans la sieste là. Bonjour, messieurs, dames. On peut rentrer ? Si vous n'étiez pas venu, je serais venu. Ah, vous allez bien ? Ça va. Ça va ? Donc cette dame, je la connais depuis hier et j'ai dressé un bilan sur un post-AVC avec des séquelles de fractures. Et donc là, on rentre plus spécifiquement dans une rééducation avec une évaluation faite vers du renforcement et puis une autonomie de la personne. Vous aussi, vous faisiez la sieste ? Oh, non, parce que là-dessus, c'est pas évident. Hein. C'est un confort de soin de pouvoir discuter ou faire les exercices sans en regarder la montre. À la HAD, j'ai un salariat qui me permet de prendre le temps. Un kiné salarié à la HAD fait entre 3 et 4 patients de l'après-midi. En libéral, on en fait 15, des fois 20. On est moins bien payé, mais moi j'utilise pas ma voiture tous les jours là, donc j'économise sur la voiture, j'économise sur la fatigue aussi, puisque j'en fais moins. La fatigue des mains notamment, la fatigue mentale, puisque si j'en vois plus aussi, à chaque fois qu'on rentre chez les gens, il y a quand même une intimité à gérer et des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des douleurs après ma séance d'hier ? Non, peut-être un petit peu, là, je sais pas. Sur les trapèzes ? Le libéral me permet une liberté, me permet aussi d'aller au bout des choses, parce que je prends des patients dès le début de leur rééducation, je les accompagne jusqu'à la fin. Des fois, les rééducations durent 1 mois, des fois plus d'1 an, ou des fois même plusieurs années. Dans certains cas, je pense à une dame que j'ai au cabinet là, qui a un syndrome particulier. Donc, il y a vraiment un intérêt intellectuel dans le libéral, financier également, mais en contrepartie, on a un temps de travail qui est très important, avec une qualité qu'il faut jauger à chaque instant, parce que c'est pas évident de faire un mix entre la rémunération qu'on peut avoir et la qualité de travail qu'on doit avoir. Est-ce que vous vous sentez de marcher sans l'attelle aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez essayer ? Je veux bien. Ouais ? Je vais l'enlever, comme ça, moi, ça va me permettre de faire la mobilisation du pied, hein, comme hier. Et puis,
elle vous maintient, mais qu'il y a une possibilité de le faire sans. Alors, on n'intervient pas en aigu, donc on n'a pas un petit peu les plaies à gérer. Les gens sont souvent contents de nous voir parce qu'on leur apporte une partie de l'espoir, une partie de l'après. La chaussure, il bouge quoi. Dans la chaussure, ça bouge. C'est une attelle qui vous permet d'éviter de partir sur les côtés. C'est apporter de l'aide à quelqu'un et c'est essayer de le faire évoluer en fonction de ses envies, de ses possibilités, de sa volonté. Et donc de faire avec tout ça, on fait avec ce qu'on a pour amener plus loin. C'est assez passionnant ce métier de kiné parce que finalement on a très peu besoin d'outils. Allez, relevez encore les orteils. Allez, on va le faire ensemble. On le fait ensemble ? 1, 2, 3, 4. Avec moi, hein. Me laissez pas tout faire, hein, parce que moi je suis fatigué des fois. C'est l'heure aussi de ma sieste. Et j'ai pas eu le temps. On prend la personne telle qu'elle est et on doit l'accompagner avec ce qu'elle désire. Et je trouve ça hyper important de partir de ce que la personne considère comme primordial dans sa vie. J'aimerais que si un jour j'ai un accident, je puisse faire des choses qui m'intéressent à moi plutôt que des choses qui intéressent mon rééducateur. Simplement. Certaines personnes vont vouloir rentrer chez elles au plus vite, d'autres vont vouloir vraiment travailler pour retrouver les activités qu'elles avaient auparavant. Moi, je me base sur leurs envies et leurs besoins. Si elles n'ont pas envie de retrouver une marche parce que toute la journée, elles sont assises à peindre ou à dessiner sur une table, on va plutôt s'intéresser à ce qu'elles puissent retrouver cette capacité-là à utiliser un stylo, un pinceau ou autre, plutôt que travailler la marche. Je fais pas du tout les mêmes choses en fonction des personnes avec qui je suis et avec qui je travaille. Je vais adapter les séances en fonction de cela. Voilà. Comment vous vous sentez, vous? Très bien. Un de plus. Allez, alors on se repose 2 minutes. Et moi je repars dans l'autre sens. Et vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Allez. Et je vais libérer les autres dames là-bas. Ça va la douleur, madame? Oui, ça va. Allez, super. Allez, je vous laisse faire jusqu'à la chaise là-bas. Oui, j'avance? Non, restez là. Je délivre 2 petites dames. C'était un monsieur qui était arrivé suite à un AVC, une grosse hémiplégie, des grosses conséquences liées à son AVC, et qui voulait absolument reprendre le bricolage en rentrant chez lui. Et donc au début c'était compliqué parce qu'il fallait que je trouve absolument des moyens pour qu'il puisse bricoler, mais avec ses capacités qui étaient très très limitées au début. Au début c'était des choses simples, et petit à petit en fait, vu qu'on a travaillé, vu qu'on a sollicité son bras, en l'occurrence, la récupération s'est faite et petit à petit, de jour en jour, il bricolait un peu plus longtemps, il faisait des choses un peu plus précises. Et de voir sa réussite et qu'il était capable de faire et de pouvoir atteindre au final l'objectif que le patient voulait au début, ça c'était très satisfaisant. Parce qu'il me disait, peu importe moi les activités quotidiennes, manger seul, m'habiller seul, ça pour l'instant c'est pas ma préoccupation. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le bricolage. Donc on avait tout fixé là-dessus. Donc nos séances étaient dans un atelier avec des planches, des clous, et on revissait, on mettait des coups de marteau, voilà. C'est question que ça. Pied gauche, plateforme verte, on avance les bras, on allonge le pas, on va chercher loin sur le rouge, et on va chercher loin sur le vert. Je ne l'avais jamais fait ça. Super, vous l'avez jamais fait? Ben voyez, il y a un début à Je l'avais fait que ça de ça. Super, on enjambe ici. Allez, et on va refaire un aller-retour, d'accord? Et après le deuxième aller-retour, nous ferons une pause. Et après... Je pense qu'on n'a pas besoin d'être derrière la personne en permanence pour lui dire de se muscler ou de pédaler. Donc à partir d'un moment, il faut que la personne elle soit acteur de son traitement. Et pour être acteur, il faut être seul. Voilà. Moi, je ne suis pas là à donner des coups de pied aux gens tout le temps. Il faut aussi soit eux qui se disent je fais. Et donc ça, c'est assez génial parce qu'on leur soumet des exercices et puis après, on revient et on voit bien si à un moment donné, ils en ont fait plus ou moins que ce qu'on a dit. Et donc après, on jauge un peu les gens sans jugement, mais on les jauge de manière à régler leur séance en poussant un peu le vis à chaque fois un peu plus loin. Allez, vous faites 2 exercices de plus, ou 10, ou 20. Allez, et c'est ça qui est bien. Bien plat. Jambe gauche directement ici. Voilà. Allez, gauche, je vous dis plus rien, vous faites.
On est, disons, la profession de rééducation la plus représentée sur l'établissement, puisque nous sommes 3 à 4 kinés, et encore un peu plus quand on a les stagiaires. Tac, pivot, et on ira s'asseoir. On ne s'assoit pas tant qu'on ne sent pas l'assise contre le pli des genoux derrière. Hein. Voilà. Voilà. Et on va chercher la coudoir avec une main. Allez chercher la coudoir, comme ça vous savez exactement où vous mettez le derrière. Super, parfait. C'est très bien. Ici, pour l'instant, c'est du polyvalent, c'est-à-dire qu'en fait, on traite un petit peu toutes les pathologies, et ce sont souvent des patients qui ont une ou deux pathologies de fond, qui viennent en fait, qui sont hospitalisés. Donc, par exemple, des gens qui ont fait un AVC, mais sur fond de diabète ou sur fond de soucis cardiaques. Donc, en fait, on fait de la cardio, on fait de la pneumo, on fait beaucoup de neuro, notamment la prise en charge d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. En gros, de 9h15 jusqu'à midi et quart, c'est dédié à la rééducation sur plateau technique. Le plateau qui est assez grand, qui est très bien équipé. Et des outils qui nous permettent de travailler à la fois l'équilibre, donc on a les outils connectés, non connectés, parce que voilà, en fonction aussi de l'âge ou des troubles cognitifs, il y a des patients que l'on peut faire monter sur certaines machines et pas d'autres. Vous allez faire ça. Donc doucement, vous essayez de le faire en vous tenant que d'une seule main. D'accord? Donc l'hématome il est ici, donc on se tient que de cette main. Ok? Voilà. D'accord. Alors je vais là-bas et puis qu'est-ce que je fais? Et on va monter même les salles. Ensuite, on a aussi à peu près 3/4 d'heure liés au papier, à l'administratif. Puis on reprend vers 1h30. Et ensuite, à partir de 3h30, on monte justement dans les parties communes, en chambre, comme on dit. Et là, on va terminer, disons, la journée avec des patients qui sont beaucoup plus dégradés, qui sont soit alités, soit n'ont pas la capacité de descendre seuls, soit sont trop faibles pour pouvoir même être descendus en fauteuil. Ça reste de la rééducation, mais on est plutôt sur ce qu'on appelle de la verticalisation, de la mise au fauteuil, des soins aussi, des massages, des choses comme ça, de confort pour des gens qui seraient par exemple très dégradés, voire en fin de vie, pour leur permettre de mieux supporter leur douleur, et ça jusqu'à à peu près 5h, 5h30, puis on descend, terminant à nouveau par des papiers. Et puis voilà, la journée se finit vers 6h, 6h30 à peu près. Je vous ai apporté un nouveau fauteuil, on va l'essayer. Ouais. Vous allez venir vous asseoir dessus? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Vous allez vous mettre debout? Oui. Allez, venez. Venez avec moi. On va s'asseoir ici. Mettez-vous debout. Et oui. Allez, venez attraper la coudoir là. Tournez-vous. Allez, on envoie les fesses au fond. Ouais. Donc là, on a une résidente qui est dans un fauteuil roulant qui est manuel. Mais les fauteuils roulants manuels, c'est des fauteuils qui sont utilisés pour les personnes qui peuvent se propulser elles-mêmes. Et là, elle ne se propulse pas du tout toute seule. Et en plus, elle commence à avoir les pieds qui tombent un peu des cale-pieds. Enfin, au niveau de la posture, elle se dégrade un peu. Donc on va passer sur un fauteuil de confort dans lequel ils sont installés plus confortablement, mais qui ne permet pas de se propulser soi-même. Donc c'est transporté par une tierce personne. Mais en l'occurrence, ça ne va pas limiter son autonomie puisque déjà elle ne se déplace pas seule. Donc on passe sur le niveau confort supérieur. Pardon. Oh là. Bonjour. J'avais un revendeur médical qui avait dit à un patient, Marine, c'est un peu la fée Clochette, elle trouve des solutions à tout. Mais on est limité. Parfois on a les solutions, mais on n'a pas les moyens de les mettre en place. C'est vrai que être en situation de handicap, ça demande quand même de l'argent. Les nouvelles technologies, ça a un coût. Et dans les salons de l'autonomie, etc., on voit plein de nouvelles choses qui sont hyper intéressantes pour les patients. Par contre, comme c'est de la technologie pure et que c'est nouveau, forcément ça a un coût. Il y aura toujours une part à payer par le patient. Donc oui, il y a certaines limites en fonction de la sphère sociale du patient au niveau des aides techniques à lui proposer, quoi. Sandra, tu m'aides à la mettre au fond, s'il te plaît? Oui. Et oui. Une fois qu'elle est bien installée, après on peut régler le fauteuil si besoin. Josette, donnez-moi la main. 1, 2, 3. Ah. T'as entendu mon dos craquer ou pas? Oui. C'est bon là, Josette? Oui. Elle rigole tout le temps. Oui, toujours. Regardez, vous avez un repose-tête. Oui. Elle est traviole. Hop.
Donc là, après, ce que je vois, c'est s'il est bien réglé pour elle. Donc je vais aller chercher mes outils pour faire quelques réglages. C'est pareil, les réglages vont être importants. Par exemple, l'orthophoniste m'avait dit qu'il fallait toujours que les genoux soient un peu au-dessus des hanches pour favoriser la déglutition. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Eh oui. Et là, ce qui me dérange, c'est qu'il est un peu haut. Donc pour l'asseoir dessus, il faut être 2, alors que d'habitude, à une soignante, c'est possible. Donc il va falloir que je vois ce que je peux faire. Parce que sinon, mes collègues, elles vont perdre du temps et puis elles risquent de se faire mal aussi si elles le font seules. Donc, il va falloir revoir. Le métier d'ergothérapeute en EHPAD, techniquement, c'est pas intéressant. Donc pour moi, c'est humainement le relationnel qu'on peut avoir avec les résidents. En fait, quand on s'intéresse un peu à eux, on a des passés qui sont formidables, on a des personnes formidables. Ici, on a une dame de 103 ans, elle me fait la leçon parce que elle a 103 ans, elle se plaint jamais. Ça va toujours. Moi, je me dis, moi, j'ai 38 ans et puis il y a toujours un truc qui va pas. Elle a 103 ans quand même. Hein. Donc, c'est quand même une leçon de vie. Hein. Et dans le premier EHPAD dans lequel j'ai travaillé, j'avais rencontré une toute petite mamie, mais vraiment toute petite, qui s'appelait Blanche, très beau prénom, et qui était chanteuse d'opéra. Alors vraiment, elle avait tout pour plaire, hein, pour moi. Et elle m'avait chanté Carmen comme ça dans un couloir en robe de chambre. C'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière d'ergothérapeute. Quand on cherche un peu, ils ont souvent des choses extraordinaires à nous faire vivre ou à nous raconter, quoi. Il faut avoir le temps pour ça. Et après, si je suis dans cette EHPAD, ça fait 3 ans que j'y suis maintenant, c'est aussi parce qu'on travaillait avec des gens chouettes. Et que moi, c'est ce qui me fait rester aussi, c'est de me dire, je travaille avec des gens qui font vraiment en sorte que la personne âgée, elle soit au mieux, qu'elle soit bien accompagnée, bien soignée. Donc, c'est pour ça aussi que je suis dans cet établissement-là. Ce qui me plaît, ce qui me fait venir, c'est de travailler en équipe. Et ça, c'est vrai que ça compte beaucoup parce qu'on n'a pas les mêmes regards, mais pour échanger sur nos pratiques, c'est tout aussi intéressant. Parce que finalement, on voit les mêmes patients, donc on est parfois confronté à des mêmes problématiques. Et c'est très intéressant de pouvoir en débattre et parfois de désamorcer des situations un peu compliquées. Donc, je t'avais fait un peu les trans. Donc, c'est un patient qu'on rentre. On lui a bien expliqué que ne trouvant pas de traitement, ça allait évoluer. Mais à la fois très, très dynamique. Moi, j'ai juste une question, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'ergo, en fait, c'est qu'il aimerait doucher ce monsieur apparemment, mais que vous dites qu'il n'a pas d'appui. Est-ce que c'est possible? Parce qu'apparemment, lui dit qu'il pourrait s'appuyer sur une de ses jambes. Lorsqu'il est rentré les premiers jours, il avait de l'appui unipodal, il allait à la douche avec le déambulateur. Mais là, je pense que ça va être compliqué, ça sera vraiment à évaluer. Hein. Mais là, depuis, apparemment, son état général, moi je l'ai vu à l'entrée. Il s'est quand même dégradé, ouais. C'est affaibli. Depuis que je l'ai vu, s'il s'est dégradé, ça sera compliqué de lui faire prendre une douche. Donc après, c'était vraiment son souhait d'aller sous la douche, avoir l'eau qui coule sur sa tête, etc. Après, sur un jour où il est bien, si c'est pas possible, on va le mettre au fauteuil, transfert fauteuil, en faisant un appui. Disons que le souvenir le plus marquant en ce moment, c'est peut-être le travail qu'on fait avec un monsieur depuis 6 mois et qui a décidé de partir. Et la gestion de cette énergie qui a changé chez lui, ce désespoir et ce travail un petit peu en groupe avec l'équipe de discussion pour amener cette personne du mieux qu'on peut vers la mort. C'est une chose qui bouscule un petit peu quand même à chaque fois qu'on y est confronté, même si on s'y prépare, on s'attache aux gens, hein, c'est obligé, hein. On peut pas faire autrement. Hein. Peut-être qu'ils s'attachent à nous aussi, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on part plus vite que du soin. Et des fois, eux partent vite aussi. C'est un super métier, c'est un métier, en fait, moi je trouve une profession, alors évidemment, comme toute profession, il y a des matins où on se lève, on a un peu moins envie que d'autres, mais en règle générale, quand même, on est quand même très satisfait de sa journée parce que voilà, on a l'impression quand même d'avoir fait une bonne œuvre tous les jours, enfin, c'est un boulot, je trouve, voilà, à la fois manuel, à la fois intellectuel. On ne passe pas sa vie derrière un bureau, c'est social, on croise du monde, à la fois de par nos collègues, de par les différentes disciplines, de par les patients qui viennent de tous horizons, de tous âges. On peut soigner
un fleuriste un jour, un avocat l'autre, enfin, je veux dire, on apprend aussi, nous, beaucoup, ça nous enrichit. On apprend aussi, je le dis souvent, au contact de nos stagiaires, parce qu'en fait, ils nous mettent aussi à la page. Enfin, 5 ans d'études, mais c'est le bon rapport qualité-prix. Je trouve qu'en fait, on a du boulot à la sortie, on trouve assez facilement, on peut travailler dans énormément de domaines, que ce soit justement ici en institution, on peut travailler en cabinet, on peut travailler dans un club de sport, on peut travailler avec des enfants, avec des personnes âgées, on peut travailler en cardio, en neuro, on peut partir à l'étranger, on peut partir... Moi je dirais foncez. Voilà. C'était les métiers de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute avec Anaïs, Laetitia, Marine, toutes 3 ergothérapeutes, et Nicolas et Olivier, masseurs-kinésithérapeutes. Un grand merci à toutes les personnes soignants et soignées qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Alors l'ergothérapie, c'est un très beau métier. En fait, on adapte l'environnement à la personne et non pas le contraire. On n'adapte pas la personne à l'environnement. C'est une des phrases fétiches de l'ergothérapeute, je pense. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.